laboratoire de biomécanique appliquée a développé depuis un certain nombre d'années maintenant ce qu'on appelle chez nous l'homme virtuel, qui est une façon et différentes façons de modéliser le corps humain par différentes approches pour être en mesure de comprendre à la fois les traumatismes qui vont rencontrer les différents segments corporels, leur sévérité, être en mesure de travailler sur des dispositifs de protection, comment fabriquer des dispositifs de protection qui soient plus innovants, plus performants, mais également travailler sur la prise en charge du produit traumatisé jusqu'à sa réparation chirurgicale. Pour cela, l'homme virtuel, finalement, ce sont des familles de modèles du corps humain. Ces familles de modèles se déclinent en des modèles extrêmement simplifiés du corps humain qui vont permettre de regarder la cinématique pour comprendre toute la phase de l'accident, depuis le premier contact contre le véhicule jusqu'à la chute au sol, et les différentes phases de blessure que le sujet peut rencontrer, jusqu'à des modèles qu'on appelle nous des modèles éléments finis du corps humain, qui vont être des modèles beaucoup plus complexes, beaucoup plus détaillés, qui vont permettre d'aller regarder de manière très intime et très localisée la nature d'un traumatisme qui peut se produire sur quelques millisecondes parfois. L'objectif, c'est de reconstruire un accident réel. Il s'agit d'un choc d'une moto contre un véhicule en choc latéral. Donc pour cela, on va utiliser cette moto qu'on va lancer à 40 km/h qui va venir impacter la Clio. Pour cela, on utilise également un sujet d'anatomie. C'est un sujet qui est instrumenté avec de multiples capteurs, des accéléromètres, qui vont nous permettre de connaître les différentes accélérations qui sont subies par les différents segments corporels. En parallèle, tout est filmé et on va voir la cinématique. Et en fait, le but, c'est d'avoir toutes les données d'entrée qui vont permettre de valider les modèles numériques qui sont développés au sein de notre laboratoire. Cet homme virtuel validé, on va pouvoir l'utiliser maintenant pour explorer un grand nombre de situations d'accident et se rendre compte comment ces différentes situations d'accident, cette variabilité qui est propre au corps humain, peut induire différents types de blessures, des sévérités différentes d'exposition au traumatisme. Par exemple, on va se rendre compte que la taille de l'individu, son âge, le type de moto sur lequel il va conduire peut avoir une incidence sur la nature de ces blessures. De même, la vitesse d'impact, l'orientation de l'impact, le point d'impact qu'il va rencontrer avec le véhicule vont être autant de facteurs qui vont induire des mécanismes de blessures différentes, des niveaux de sévérité de blessures différentes. Et l'intérêt de la simulation numérique, c'est justement de pouvoir être en mesure de reproduire, d'explorer ces différentes situations pour comprendre comment la vulnérabilité du corps humain va être modulée par ces différentes situations. Elle nous permet surtout de nous intéresser aussi à des régions corporelles qui sont d'intérêt majeur en termes d'enjeux cliniques, parce qu'il y a des enjeux hémorragiques, parce qu'il y a des enjeux de lésions neurologiques, parce qu'il y a des enjeux de morbidité forte au regard de l'épidémiologie des accidents. Par exemple, la tête, le thorax, le tronc, l'abdomen, le rachis sont autant de régions qui sont extrêmement importantes en termes d'enjeux de protection. Et donc là, on va travailler sur différents dispositifs de sécurité pour évaluer comment ces dispositifs de sécurité, par exemple l'airbag moto, les protections du rachis, peuvent avoir une influence significative sur la capacité qu'on a à prévenir les blessures, à en réduire leur sévérité, voire à les supprimer. On utilise des modèles simplifiés de corps humain pour simuler l'accident. On modélise en fait le conducteur, le deux roues motorisé et le véhicule. Ces modèles sont validés à partir de données expérimentales et ensuite on se place dans un cas réel fourni par les études détaillées d'accident. Ce modèle validé ensuite nous permet de lancer un plan d'expérience où l'on va faire varier un large panel de configurations d'accident, où on va pouvoir tester les conditions d'impact, la vitesse d'impact, le type de véhicule, l'anthropométrie du conducteur, le type de moto. Ces résultats vont nous permettre ensuite d'isoler les différents mécanismes de blessure des segments corporels. Ces données sont ensuite récupérées pour les introduire dans un modèle plus fin en entrée où l'on va simuler localement l'impact sur la région lésée. Donc, dans notre cas, on va modéliser un corps humain, une plaque, et ensuite on va venir impacter avec la plaque le corps humain suivant ces données. On va ensuite introduire un airbag que l'on va gonfler pour optimiser la forme
et la pression afin de protéger au mieux le corps humain. Cet airbag optimisé permet de diminuer le score lésionnel de blessures sur le conducteur de moto. Cet airbag a ensuite été commercialisé par un partenaire industriel et à l'heure actuelle, on travaille sur les standards d'évaluation des gilets airbag. Comme vous l'avez vu, ces recherches ont aujourd'hui beaucoup d'applications, des applications qui sont dans le champ de l'évaluation, proposer des standards d'évaluation pour aider les constructeurs, les équipementiers à faire des dispositifs de protection qui soient de plus en plus innovants, de plus en plus performants et qui répondent aux réels enjeux de protection du corps humain. Des enjeux d'évaluation, des enjeux technologiques qui consistent à la mise en œuvre de nouveaux dispositifs de sécurité qui vont permettre de réduire, voire d'éviter l'apparition de ces blessures, mais des enjeux aussi cliniques qui relèvent de la prise en charge des polytraumatisés pour optimiser la façon dont ils vont être traités, dont ils vont être diagnostiqués en ayant à l'avance une analyse très très fine et une compréhension très fine de la nature des traumatismes qu'on peut avoir du corps humain. Mais il y a des enjeux aussi de recherche plus fondamentaux qui relèvent de l'amélioration continue de cet homme virtuel en intégrant des aspects beaucoup plus physiologiques comme les aspects, la prise en compte de la vascularisation, donc le risque hémorragique, des aspects multiphysiques comme l'incidence des lésions, on l'a vu sur la moelle épinière, sur le risque de traumatisme neurologique, la prise en compte du comportement réflexe du corps humain où face à une situation d'accident, la tonicité musculaire va avoir des propriétés qui vont être différentes et qui vont peut-être avoir une influence aussi sur la nature des traumatismes. Donc voilà, donc on est dans ce champ où à la fois il y a des applications qui relèvent de l'aide à la décision publique pour pouvoir mieux encadrer la mise en œuvre de ces dispositifs de protection pour les utilisateurs finaux, pour pouvoir leur proposer des dispositifs qui vont améliorer leur sécurité, mais encore à des fins de recherche où on va faire évoluer avec ces connaissances nos modèles et notre connaissance et notre façon de modéliser le corps humain. Un autre exemple d'application de dispositifs de protection, il s'agit des protections du rachis et des protections du rachis cervical. Aujourd'hui, il existe des colliers, ce qu'on appelle des colliers cervicaux, qui sont des dispositifs de protection qui permettent de réduire la mobilité de la tête et donc du rachis cervical et permettent également donc de protéger, de limiter le risque de blessure du rachis. On se rend compte que ces colliers-là, ils apportent un plus en termes de sécurité, mais il y a certainement encore beaucoup à faire, en particulier pour limiter le risque de blessure de la moelle épinière, ou selon la nature de la cinématique que va avoir le rachis cervical, le cou, et bien tantôt on va avoir des lésions qui vont être plus ou moins fortes au niveau de la moelle épinière, et donc avec des contraintes plutôt importantes parfois sur la moelle épinière. Parfois on va avoir des lésions osseuses qui vont tantôt être aggravantes ou tantôt avoir un effet protecteur pour la moelle épinière. Et on sait tous que lorsque la moelle épinière est touchée, eh bien l'enjeu neurologique, l'enjeu final en termes de morbidité pour le patient est extrêmement important. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est de contribuer à développer, à donner des directions de design de dispositifs de sécurité qui justement évitent au maximum le risque d'atteinte de la moelle épinière.